Je ne pouvais décemment pas ouvrir une chaîne YouTube sur le théâtre sans parler de lui. Et je sais que vous m'attendez au tournant. Et pourtant... Par où commencer ? Quelque chose m'a toujours gênée dans la façon dont j'ai étudié son œuvre. Un truc me manquait. On pouvait me dire 100 fois que c'était un génie de la littérature théâtrale, je n'y croyais qu'à moitié. On a toutes et tous étudié ses principales pièces, on connaît son nom, son surnom, sa biographie, jusqu'à sa fiche Wikipédia. Mais vous croyez pas qu'il manque un morceau dans la façon dont on étudie Molière ? Les textes c'est cool, hein, mais sur scène, il était comment le bonhomme ? Prenez place et n'oubliez pas le pourboire pour l'ouvreuse. Aujourd'hui, on parle de Molière, le comédien. Jean-Baptiste Poquelin. 3 mots qui rassemblent en eux toute la fierté française du théâtre classique. Au vu du titre de la vidéo, vous avez deviné que je ne vais pas vous faire une biographie que vous pourrez lire très facilement sur n'importe quel moteur de recherche. Avec cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment Molière a fait de grandes avancées pour la scène française et qu'il est un exemple parfait pour montrer ce qu'il se passait sur les scènes françaises à cette époque. Par son travail de leader de troupe, par ses inspirations scéniques et par sa relation avec le pouvoir royal, le public et les institutions, on peut à peu près comprendre comment on faisait du théâtre au XVIIe siècle. De ce fait, vous ne trouverez pas ici dans ma vidéo d'analyse de texte de ses personnages ou de son écriture. D'abord, il faut comprendre comment un petit gars comme Jean-Baptiste Poquelin commence une carrière comme comédien. À l'époque, il n'existe pas d'école de théâtre. On avait du mal à considérer tout ça comme une profession, notamment à cause de l'influence de la religion catholique. Jean-Baptiste est un jeune homme de 20 ans qui aide son père, tapissier ordinaire du roi, dans son travail. Il vient d'une famille bourgeoise, il est bien élevé et lettré. Et pourtant, JB voudrait désespérément fouler les planches d'un théâtre, parce que JB, il est comédien dans l'âme. Il s'approche donc de la famille Béjart, qui sont comédiens et comédiennes. Avec eux, ils forment le 13 juin 1643 l'Illustre Théâtre, et s'installent dans 2 salles successivement où ils tentent de se faire connaître. Et ça marche ! Pendant 8 mois. Ensuite, la troupe se retrouve ruinée et JB, qui se fait appeler Molière depuis, se retrouve au cachot pour dette impayée. Le gars est passé de fils bourgeois d'un tapissier du roi à dollar saltabanque en 2 ans. Et ça se dit élite du théâtre français. Avec les comédiens et comédiennes restantes de la troupe, Molière entre dans une autre troupe, celle de Charles Dufresne, en 1645. Puisque Paris ne fut pas une super expérience pour Molière, il s'en va sur les routes de France avec cette troupe. Ils vont partout. Nantes, Lyon, Grenoble, Narbonne, Avignon, et restent pendant plusieurs mois dans chaque ville. L'équipe louait en quelque sorte une habitation pour travailler les pièces et les jouer dans divers endroits à la fois clos et en extérieur. Aujourd'hui, on appelle ça des résidences d'artistes. Dans ces villes, Molière crée des petites comédies en un acte, dont La jalousie du barbouillé et Le médecin volant. Ils connaissent un succès monstrueux partout où ils passent, non pas pour leur texte, parce que finalement les pièces étaient très simples, mais surtout pour leur jeu. Molière se trouve être un excellent comique et prend le lead de la troupe très rapidement. Au bout de 12 ans sur les routes de France, Molière il en veut un petit peu plus. Il sait pertinemment que quand on veut avoir réellement du succès en France et qu'on fait du théâtre, il faut viser Paris. Bon, ça va pas changer. En octobre 1658, la troupe débarque à la capitale. Quand Molière arrive à Paris, le théâtre est dominé par une seule troupe, celle de l'Hôtel de Bourgogne, appelée les comédiens ordinaires du roi, fixée à l'Hôtel de Bourgogne. Une seconde troupe est au théâtre du Marais, une salle de jeu de paume, mais elle vit moins le succès que la précédente. La troupe est autorisée à jouer devant le roi Louis XIV le 28 octobre 1658, avec la farce Le Docteur amoureux. C'est un énorme enjeu pour Molière puisqu'il cherche une forme de reconnaissance et de soutien de la part du jeune monarque. Et c'est un succès. Le roi confie à Molière la salle du Petit Bourbon située en face du Louvre. La salle rectangulaire est immense, 80 mètres de long. De quoi bien faire enrager la troupe de l'Hôtel de Bourgogne et du Marais. Il commence aussi à travailler avec d'autres dramaturges parisiens, dont Corneille qui fait plus de la tragédie. Molière se dit donc « V'là-t-il pas que c'est une bonne idée, je vais pouvoir m'essayer à la tragédie en jouant pour mon pote. » Était-ce vraiment une bonne idée ? Comment vous dire que Molière s'est pris un vrai tollé ? Il est certes bon en comédie, mais pour la tragédie, c'est pas la même mayonnaise. Et bon appétit, bien sûr. Une vieille légende dit que Molière aurait beaucoup copié ses textes en empruntant chez d'autres auteurs. Et oui, Molière, effectivement, a beaucoup emprunté chez ses collègues de travail.
Comme 99% des auteurs à cette époque en fait. Et pour ce qui est du jeu, c'est pareil. Molière imite les auteurs et les styles de jeu et recycle ou adapte des passages qui ont eu du succès. Et vous allez me demander, où est-ce qu'il emprunte le filou? Majoritairement chez les comédiens italiens et les comédiens espagnols. Les comédiens italiens sont des comédiens qui venaient d'Italie, jusque-là rien d'étonnant, et qui présentent au peuple français les traditionnelles commedia dell'arte italiennes. Je ne vais pas vous préciser ce qu'est la commedia dell'arte ici, mais si vous voulez un épisode dessus, n'hésitez pas à le dire en bas. Molière observe la façon dont ils construisent leurs personnages, les thèmes, les différents jeux scéniques possibles, qui sont très cadrés et définis. Il emprunte des comédias espagnoles le thème de la folie et de la morale. Molière et ses comédiens ont un point commun. Ils utilisent énormément le corps pour faire passer le texte. La présence corporelle est très sollicitée, ainsi que la diction, les gestes chorégraphiés, qui sont des valeurs très importantes pour les comédiens italiens, espagnols et pour Molière. Cela donne un jeu très particulier qui appartient en réalité au mouvement artistique baroque. C'est un style absolument passionnant dont je ne parlerai pas ici. Mais vous pouvez toujours trouver des liens en description comme d'habitude. Cette utilisation du corps, des mimiques et des personnages typiques vont constituer ses principales sources scéniques pour sa prochaine pièce. Une comédie en un acte représentée pour la première fois le 18 novembre 1658, Les Précieuses Ridicules. Dans la forme, la pièce est une farce. Comme toute farce, elle possède une intrigue simple, du type un mauvais tour joué à un sot ou à une sotte, et des personnages typiques. Traditionnellement, on peut retrouver de farce en farce les mêmes noms, les mêmes tics de gestes ou de langage, les mêmes costumes et les mêmes masques quand il y en avait. C'est pour cela qu'on retrouve plusieurs Valères ou plusieurs Sganarelle par exemple chez Molière. Hein, que dites-vous? C'est des personnes. La salle du Petit Bourbon, pour des raisons tant architecturales que politiques, ferme et les deux troupes déménagent au théâtre du Palais Royal en 1659-1660 et la troupe y restera jusqu'à la mort de Molière en 1673. En déménageant au Palais Royal, la troupe quitte une configuration rectangulaire où les décors des petites scénettes étaient séparés et compartimentés. Cela pouvait favoriser différentes situations comiques avec des éléments d'improvisation. Ils arrivent alors dans une salle dite à l'italienne. Cela favorise beaucoup moins les improvisations, et Molière est donc obligé d'abandonner la farce et passe au travail autour de grandes comédies, qu'aujourd'hui on appelle comédie classique, celles en 5 actes et en vers. Comme c'est en vers, il est obligé de beaucoup plus écrire et de beaucoup moins improviser son texte. Mais ce sera aussi l'occasion pour lui de développer des personnages plus construits et de découvrir un jeu plus complexe tout en travaillant des idées de mise en espace. Avec ces grandes comédies arrivent les gros problèmes. Comme Molière crée des personnages plus complexes sur des intrigues plus longues, il peut désormais développer des vraies problématiques morales sur scène, quitte à être très provocateur et acide envers certaines figures de l'autorité. Molière enchaîne donc L'école des femmes, L'impromptu de Versailles et surtout ce que j'appelle la trilogie de la critique, Tartuffe, Don Juan et Le Misanthrope, coup sur coup, et ce, en 6 ans. Les dévots et autres figures royales vont très rapidement monter au créneau. Le roi aime ces pièces, mais face aux pressions, il accepte par exemple à ce que Tartuffe soit interdit de représentation et de publication pendant 5 ans. Alors non, Molière n'est pas allé en prison non plus pour ses pièces. Et le roi l'a toujours soutenu, mais les derniers événements vont un peu le calmer pour ses prochaines pièces. En effet, après Le Misanthrope, qui est à mon humble avis la pièce la plus morale, il engage le médecin malgré lui. Il reste dans des grandes comédies, mais intègre des éléments et des structures propres à la farce, comme par exemple l'arroseur arrosé ou le valet malin qui monte un plan contre son maître. Molière décide en résumé d'intégrer des éléments d'un style de pièce populaire à un style de pièce royal et apprécié par les nobles. Les pièces qu'il fera après Le Misanthrope sont celles qui vont le moins marcher, surtout auprès du roi, à cause peut-être de cette intégration d'éléments théâtraux populaires. La plupart du temps, Molière va jouer soit les méchants de l'histoire, comme Harpagon dans l'Avare, ou les plus malins, comme Scapin. En bref, il choisit les rôles où il peut étendre le plus possible son jeu et aller au bout de son propos moral et provocateur. Et tout le problème est pour moi ici. Molière construisait des thèmes moraux qu'on pouvait voir sur scène, pas qu'on pouvait lire sur un manuscrit. En gros, les personnages qu'il construisait ne prenaient réellement sens que dans un contexte de jeu. Or, j'ai découvert Molière comme tout le monde en cours de français. Et je vous avoue qu'après toutes mes recherches pour cet épisode, je suis un peu déçue de ce qu'on en a fait.
Je vous ai demandé il y a quelques semaines sur Instagram si vous aviez étudié Molière et surtout quelles pièces de Molière vous aviez étudiées. Toutes sont des grandes comédies et, fait le plus étrange, ce sont majoritairement, à l'exception de Don Juan, ces dernières pièces, soit celles qui reprennent le plus d'éléments de la farce et du jeu baroque adaptés aux comédies classiques dont le jeu est tout à fait différent. Comme n'importe quelle pièce, la dimension scénique est très importante pour comprendre les arguments de Molière. Et cette particularité qui pour moi fait tout son génie est complètement passée à la trappe aujourd'hui. Molière était un comédien incroyable qui a eu le culot de reprendre des codes baroques et un style de théâtre populaire et de l'adapter au style du théâtre du classicisme, soit le style de théâtre le plus élitiste de l'époque. Il a mis en place un travail de plateau, des improvisations sur des grandes scènes, un travail de troupe et une provocation dans son jeu sans limite. Et aujourd'hui, on le résume à un grand auteur classique où tout son travail scénique est passé aux oubliettes. Dans l'inconscient collectif, Molière est passé d'un comédien talentueux, tout sauf classique, à un auteur talentueux, carrément classique. Molière a plus donné à la scène française qu'à la littérature. Ce serait chouette que dans les cours de français, quand on étudie ces personnages, on se souvienne de ça. Si après ça vous trouvez toujours que Molière c'est bateau, dites-vous que c'est pas dramatique. Ciao!